La revue géopolitique profonde, revue confidentielle. Nous sommes en juin, et en juin, eh bien, il y a un hommage spécifique au général Delavarde, qui nous a malheureusement quittés il y a peu. Et puis sinon, vous retrouvez les signatures des matinales, des plateaux du soir de Mike Borowski, des personnes comme Laurent Ozon, Sophie Lefise, Sylvain Ferreira, Dimitri de Cocheco. Tiens, ça faisait un moment que nous ne l'avions pas eu. Les placements, c'est Franck Pengam, et en général, la macroéconomie, c'est Andy Busaglia. Une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Alors il faut venir nous rejoindre. Vous bénéficiez ainsi de formations en ligne en matière de décentralisation financière. Il fait chaud. Donc il y a entre autres le mug, il sert au café mais il sert à l'eau bien fraîche, croyez-moi. Alors il ne faut pas avoir peur, Montjoie Saint-Denis à Bas-la-Macronie et puis le classique, GPTV. Vous avez des casquettes, ça c'est quand vous n'êtes pas trop exposé au soleil et que, comme exemple, pour moi, vous avez une toute légère début de commencement de calvitie, à peine. Sinon, vous avez le t-shirt « Non Macron, je n'irai pas en Ukraine ». Que ce soit clair, très très clair. Voilà, et je suis très heureux de retrouver sur ce monde réel, sur Géopolitique Profonde, Nicolas Vidal. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour, comment ça va ? Écoutez, ça va, à part en effet ce petit coup de chaud, je crois que nous avons eu réciproquement. Oui, manifestement. J'étais en train de fondre à l'arrière d'un taxi, c'est pas la chanson de Noir Désir, mais c'était un peu l'idée. Mais je suis là, et nous sommes là, et tant mieux, et merci pour l'invitation en tout cas, Nicolas. Nicolas Vidal, c'est d'ailleurs entre autres Pierre Barnerias qui a eu cette idée d'interviewer les taxis. Ça me donne tout de suite une idée comme ça au débeauté. Ils ont souvent alors c'est malheureux parce que c'est Uber, donc l'ubérisation de l'économie. Vous avez les Bolt, vous avez les taxis. Mais souvent, quel bon sens anime ces personnes qui en plus vivent l'enfer routier parisien. Vous trouvez pas que c'est une source d'inspiration? Souvent, je discute avec eux. On peut même s'arrêter, la course est terminée, et pendant 30 minutes, sauf quand il fait aussi chaud, je discute avec eux. Mais c'est vrai, et c'est marrant de voir que moi je suis très surpris des taxis. Alors je vais prêcher pour ma paroisse 3 secondes, mais pas mal, certains écoutent Putsch par exemple, Putsch Live, ils suivent Putsch Média, ils m'ont vu peut-être sur GPTV, ils m'ont vu sur d'autres. Et donc on se rend compte en fait qu'il y a un nombre non négligeable de taxiteurs, vraiment, qui s'intéressent à l'actualité et qui sont pleins de bon sens parce qu'ils sont écrasés par l'ubérisation. Ce sont eux les victimes expiatoires de l'ubérisation, comme nos agriculteurs, ce sont les mêmes. Ils se retrouvent face aujourd'hui à une dérégulation totale, une ubérisation qui est en train de les crever, parce qu'il faut être très clair là-dessus. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il y a une volonté aussi de comprendre ce qui leur arrive, et il y a une volonté aussi de s'informer et de pouvoir lutter contre l'écrasement de ce néolibéralisme et cette société complètement folle voulue par Emmanuel Macron. Voilà. Et c'est souvent leur second boulot, second job. Ils sont obligés de cumuler. On est dans un pays aujourd'hui, il faut avoir plusieurs travails pour réussir à survivre. C'est absolument inimaginable. Oui, c'est une paupérisation fulgurante de la société. C'est absolument incroyable. On a toute une série aujourd'hui de boulots comme les auto-entrepreneurs. Rappelez-vous ce qu'ils sont en train de faire. Rappelez-vous, Hervé Novelli avait lancé l'auto-entrepreneuriat ou un statut afférent. Et Emmanuel Macron, bien sûr, s'est saisi de la petite marotte de l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que pour parler de la précarisation et pour faire le lien avec les taxiteurs, c'est-à-dire qu'il s'est dit, il y a tellement de gens au chômage et qui ne peuvent pas revenir sur le marché de l'emploi, on va leur faire croire finalement qu'avec un statut d'auto-entrepreneur, si vous avez quelques qualités dans le fait de jardiner ou pour le coiffeur, pour toute une série de métiers manuels ou pas que manuels d'ailleurs, il y a des correcteurs, des lecteurs, des relecteurs pour les gens qui ont du mal à faire les feuilles d'impôt, ce cher gouvernement et notamment Emmanuel Macron s'est dit, tiens, belle aubaine, on va leur mettre un petit statut d'auto-entrepreneur, on se crée en 5 minutes, on ne leur met pas de TVA, comme ça tous ces gens qui étaient au chômage, petit jeu de bon taux, on les fait passer en entrepreneuriat, salaire médian c'est 460 € par mois, il faut le savoir, et 2 ans après, ils leur mettent la TVA pour récupérer 300 millions d'euros. Donc ils les mettent dans un statut pour essayer, soi-disant, de leur faciliter la vie et finalement qu'ils arrivent à monétiser leur qualité ou leur capacité. Et finalement, 2 ans après, on vient les saccager avec l'abaissement du seuil de TVA, ce qui a été repoussé face à la vindicte populaire, parce que ça aussi c'est intéressant à savoir, et je pense que ça rentre aussi dans mon livre, c'est-à-dire qu'il y a une vindicte populaire, mais ils ne vont pas les lâcher, et donc vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a un écrasement total de tout ce qui peut apparaître comme nous, les sans-dents, c'est-à-dire les gens de peu d'argent, les gens qui sont loin des périphéries, les gens qui sont loin de Paris, des métropoles, et qui sont des victimes expiatoires d'une société qui est
absolument dingue, mais qui est assez fidèle à ce qu'est Emmanuel Macron, l'ubérisation. Alors pour leur donner un peu de morale, moi c'est vrai que des fois ils peuvent me connaître, mais c'est par Radio Courtoisie. Et toujours sur Radio Courtoisie, dans mes émissions, je débute par des grands remerciements à Anne Hidalgo de nous faire d'aussi beaux bouchons qui font qu'ils ont le temps d'écouter nos émissions. Que ce soit les émissions de putsch, j'en ris, mais c'est tout sauf drôle quand on voit les bouchons. À ce niveau-là, c'est de l'art. Après, c'est de l'art. À ce niveau-là, c'est de l'art abstrait, je pense. C'est les bouchons à Paris, quoi. Nous, les Sandans, après la lettre aux autruches et aux tubes digestifs, après la tempête qui vient, toujours aux éditions Putsch, eh bien, nous, les Sandans. C'est vrai que c'était à l'origine une formule qu'on a prêtée à François Hollande. Hein. Oui, c'est le mépris de classe, littéralement, au sens littéral du terme. Président de petite blague. Ouais. Et puis, nous, les Sandans, c'était François Hollande, et c'est des gens qui, manifestement, ont... c'est la sécession des élites de Christophe Erlache. C'est un livre que je recommande de lire à tous les téléspectateurs de GPTV, parce que c'est un livre formidable sur cette sécession des élites. Et aujourd'hui, nous connaissons depuis un certain temps, et pas qu'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas qu'Emmanuel Macron, François Hollande, qui était mon grand ennemi qui est la finance, sans visage, au discours du Bourget. Enfin, François, c'est pas Flamby, c'est François Hollande Flamby. Manifestement, il a tout fait pour continuer le Saint-Sacrement de l'écrasement de l'économie et surtout l'économie réelle. Il a continué, bien entendu. On a vu que la finance et l'Union européenne aussi, et la mondialisation, la financiarisation de nos sociétés, il y a là très largement participé. Et bien entendu, c'est cette sécession entre les élites et une grande partie de la population française, véritablement. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi, ce que je me dis toujours, j'y réfléchissais encore ce matin en venant dans le train depuis Montpellier, je me dis, en fait, ils n'ont toujours rien compris. Il y a eu les Gilets jaunes, et depuis les Gilets jaunes, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien voulu comprendre, et ils ont continué à massacrer la société, à dépecer le pays, à ubériser, littéralement, à fractionner les gens. On l'a vu pendant la crise sanitaire, parce que là aussi, il y a eu une véritable entreprise de fracturation de la société, et en fait, ils n'ont rien appris de rien. Mais même, je me dis, c'est pas que la Macronie, c'est la classe politique dans son ensemble. Alors, certains ont essayé de comprendre, certains ont soutenu les agriculteurs, et manifestement, on voit que cette classe politique est absolument déconnectée de la réalité. Et ce qui est terrible, Nicolas, je vais vous le dire, ce qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même la désagréable impression, même la prégnante impression, que c'est une classe politique aujourd'hui qui ne réfléchit, qui ne réagit qu'en fonction d'une obligation ou du moins d'un carriérisme, c'est-à-dire avec une logique de parti. C'est-à-dire que cette classe politique, même de la LFI qui braille et le RN qui palabre, on se rend compte qu'en fait, c'est une classe politique qui n'a que le parti comme obligation de situation, finalement, en se disant, peu importe les Français, nous avons une carrière, il y a un 2027 qui arrive, qui se présente à nous, donc le but, c'est de se positionner pour 2027, essayer de faire ce qu'on peut, essayer de juguler les révoltes populaires, en espérant, nous parlons notamment de la LFI ou du RN, en se disant on va être finalement les amortisseurs pour une partie de la population, mais nous, par contre, on va rouler pour nous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, mi-juin, n'est toujours pas, à un moment donné, destitué concrètement. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique, l'opposition politique, qui aurait dû quand même, à bien des égards, au moins pouvoir voter une motion de censure contre François Bayrou, ou du moins saisir l'article 68, parce que je rappelle aux âmes chafouines que la destitution, c'est l'article 68. Et l'article 68, c'est autant valable que le 49.3. Voyez-vous ? Donc, à un moment donné, il y a une certaine forme de légitimité à le faire. Et on se rend compte qu'en fait, c'est ça, le problème des Sandans, concrètement, c'est qu'à un moment donné, il y a véritablement quelque chose qui pose problème, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une classe politique vraiment qui a fait sécession avec le peuple français, même des partis d'opposition politique. Et ça nous ramène à quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de fonction tribunicienne ? Plus aucune fonction tribunicienne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus d'incarnation politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre avenir politique, notre avenir démocratique et notre avenir tout court de citoyens français, il s'incarne où ?
dans quel mouvement il s'incarne? Alors vous me direz, oui, il y a la LFI, il y a le RN, bon, on va dire les deux forces en puissance, ou le NFP, je ne sais pas trop ce que c'était le NFP aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe toujours, il faudrait demander à Olivier Faure si ça existe toujours d'ailleurs, et en fait on se rend compte que oui, il y a encore des gens qui ont ce fol espoir, notamment que soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, la doublette, ou Mélenchon ou quelqu'un de gauche puisse à un moment donné renverser la table en 2027, mais la réalité c'est que ces gens laissent s'effondrer le pays pour des ambitions purement politiciennes de 2027. C'est comment je vais y accéder au pouvoir et comment je vais y rester. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons un statu quo incroyable, avec un Emmanuel Macron qui est toujours en poste à l'heure où on se parle, et les Français qui sont en train de crever la bouche ouverte. C'est ça les sans-dents. Nous, les sans-dents, c'est des gens dont on a décidé qu'ils ne faisaient plus partie du pays parce qu'ils n'avaient rien à dire. Leurs idées étaient grossières, je le dis dans mon livre, soit c'est des bofs, c'est des gens qui sont incapables de réfléchir. La classe politique est à bien des égards trop subtile pour que nous, les gueux, nous puissions comprendre à un moment donné quelles sont les décisions politiques qui ont été prises. Et c'est pour ça, c'est cette fracturation. Et ce que je dis dans mon livre, c'est qu'à un moment donné, je pense que nous les sans-dents, un jour ou l'autre, ils ne demanderont plus la permission. Et je reviens à mon idée. Ces gens n'ont absolument rien retenu des Gilets jaunes. Ils n'ont absolument rien compris des Gilets jaunes. Même les partis dits d'opposition. Il n'y a eu aucune réflexion sur ce qu'étaient les Gilets jaunes, sur cette France périphérique qui crève, sur cette France rurale qui crève, sur toute cette France qui est en train de s'effondrer, en train de crever littéralement en silence et qui, à un moment donné, un jour demandera des comptes. On le voit d'ailleurs dans la situation du pays, enfin ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment ils peuvent imaginer là-haut, c'est-à-dire là-haut dans les sphères, qu'à un moment donné, il y a des millions de Français qui vont se taire, qui vont rien dire. Regardez, des déserts médicaux par exemple. Les déserts médicaux aujourd'hui, bon, ça revient au taxi avec les fameuses conventions assises. C'est ça. Donc finalement, on a détruit, ou du moins, on a détruit littéralement le système de santé, les hôpitaux publics, les CHU. Et puis, il y a de moins en moins de toubib dans les territoires ruraux. Et on va dire au taxi maintenant qu'il va falloir revoir les tarifs de conventionnement, parce que les taxis aujourd'hui, c'est le seul lien pour bien des gens pour aller faire un examen médical, pour aller faire des soins, pour aller faire une chimiothérapie. Et c'est-à-dire qu'on peut pas à un moment donné détruire l'hôpital public, créer des déserts médicaux et venir taper sur les taxis qui sont le dernier lien pour bien des Français, d'avoir ne serait-ce qu'un lien humain, Nicolas, un lien humain, et de pouvoir vous amener dans un centre médical ou un examen. Donc on est vraiment, nous les sans-dents, c'est vraiment cette population de millions de gens qui commence, je finis par là, qui commence, à mon sens, et c'est assez récent, qui commence à mon sens à se rendre compte qu'ils ont été déclassés, mais aussi ils se constituent, ou ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes une classe sociale, véritablement. Et je pense que l'affrontement est en train de se fomenter, et je le dis, il n'est pas souhaitable. Hein. Je le dis en permanence, l'affrontement n'est pas souhaitable. Mais manifestement aujourd'hui, vu la situation dans laquelle nous nous engageons, je pense que les issues de secours sont peu nombreuses. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.